pour un jeune, lire 10 minutes tous les jours, c'est plus facile que lire 1 heure de temps en temps. Cette posture de contribution positive est très importante parce que très souvent, on se heurte à l'éducation nationale. Rien ne se fait d'important dans l'éducation en France en dehors de l'éducation nationale. Donc c'est avec l'éducation qu'il faut travailler. Le savoir, ça ne recouvre pas l'ensemble du sujet éducatif, premièrement. Et deuxièmement, la transmission n'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est plutôt l'acquisition de ce qu'il est nécessaire d'acquérir. Apprendre à apprendre, sujet crucialissime, on doit apprendre. Toute sa vie, ce qui est peut-être un petit peu différent de ce que vivaient nos grands-parents, disons, qui pouvaient imaginer qu'en remplissant de savoir une valise, ils pouvaient traverser la vie. Il faut se mettre en capacité d'apprendre toute sa vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 sur 20. On va embarquer aujourd'hui pour une discussion autour d'une question qui nous concerne toutes et tous, celle de transformer l'école pour qu'elle change réellement la vie de chaque enfant. Alors pour y répondre, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Saltet. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippine. Trop sympa de vous voir. On s'est connus dans une autre vie. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes cofondateur et directeur associé du groupe Playback. Jérôme aussi, mesdames et messieurs, est un entrepreneur passionné, visionnaire, profondément engagé aussi dans l'innovation éducative. Vous connaissez forcément ces créations devenues incontournables, Les Incollables, Mon Quotidien, Le Petit Quotidien, premier journal quotidien pour enfants en Europe, rien que ça. Alors avec vous, Jérôme, on va explorer ensemble les coulisses aussi d'un collège révolutionnaire que vous pilotez à Mantes-la-Jolie. On va essayer de décoder les clés d'une pédagogie ludique qui donne envie d'apprendre, découvrir aussi comment vous œuvrez au quotidien pour que chaque enfant puisse révéler son potentiel. Un échange qui s'annonce authentique, passionnant et optimiste pour comprendre comment l'éducation peut véritablement changer la vie des jeunes et comment chacun, à son niveau peut participer à cette révolution. Bienvenue dans 20 sur 20, Jérôme. Ravi d'être avec vous. Trop sympa de vous avoir parmi nous. Alors, vous avez un parcours quand même hyper inspirant. Vous faites plein de choses, connues aujourd'hui de pratiquement tous les enfants ou presque, tous les parents ou presque aussi. Peut-être commencer par le commencement. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie, l'ambition de révolutionner quelque part l'éducation, de vous attaquer à ce sujet qui n'est pas un sujet forcément facile? Ah oui, c'est une grosse question. Vous avez 4 heures. On a... Moi, j'ai 4 heures, mais peut-être pas vous. En fait, tout a démarré avec la création de notre entreprise, Playback. C'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 40 ans avec 2 amis qui sont toujours mes amis et qui sont toujours mes associés. C'est une affaire qui dure. Oui. C'est peut-être la grande réussite de cette affaire, c'est que cette amitié-là est à la fois à l'origine de notre aventure et y a survécu. C'est vrai. Bon. Et quand on a lancé l'entreprise, on l'a lancée autour d'une idée qui a donné son nom à l'entreprise, l'idée de Playback, c'est-à-dire un jeu autour du bac. Et on a lancé ce jeu en écrivant 5000 questions sur le thème « Est-ce que vous auriez le bac aujourd'hui ?» Question qui s'adressait à la fois aux futurs bacheliers et à ceux qui avaient passé le bac probablement longtemps avant. Et le jeu a bien fonctionné, mais à un moment, on s'est demandé dans quelle direction il fallait développer l'entreprise. Et on a répondu ensemble que ce qui nous passionnait, ce qui nous a vibré, c'était cette idée qu'on pouvait être des acteurs d'une éducation différente. Et on trouvait que l'éducation avait été plutôt bonne avec nous trois. On était plutôt du bon côté de l'inégalité des chances. On reviendra peut-être sur ce sujet qui est le grand sujet de l'éducation. Et autant on avait eu de la chance, on n'était pas satisfait de ce qu'on avait vécu et on voyait autour de nous beaucoup d'insatisfaction. Et on s'est dit que c'était ça notre terrain de jeu, que c'était l'éducation autrement, l'éducation différente, l'éducation dont on rêve. En fait. Sympa. Vous aviez des parents qui étaient profs ? Non, pas du tout. Pas forcément le lien évident avec l'éducation. Ça fait partie de la première chance qu'on peut avoir ou pas avoir, mais j'ai eu des parents très aimants,
très, très accompagnants, très bienveillants. J'ai eu des parents formidables, mais pas profs. Enfin, ils n'avaient pas un intérêt spécial dans l'éducation en général. Je pense qu'ils avaient un grand intérêt dans l'éducation de leurs enfants. Ouais. Mais, Ce qui est déjà pas mal. mais c'est pas, je crois pas que ce soit eux qui m'aient donné ce goût-là. C'est plutôt mon expérience de l'éducation et je pense au fond de moi, une tripe éducative, quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Et je pense au fond que c'est pas un hasard que ce soit dans ce domaine-là qu'on ait créé l'entreprise. Alors, il y a eu Playback, ce jeu, et puis derrière, il y a eu Les Incollables. Oui. Alors, les Un Incollables, succès incroyable. oui, c'est le grand succès de l'entreprise sur lequel on a bâti les autres succès. D'accord. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est jamais une histoire dans laquelle il n'y a que des succès. Une entreprise, c'est des risques qu'on prend. Et quand on prend des risques, ça aussi, d'ailleurs, c'est un sujet de l'éducation qui est intéressant, la prise de risque, apprendre à prendre des risques. Quand on prend des risques, on sait qu'on va se tromper, on va faire des erreurs, on va vivre des échecs. La grande chance qu'on a eue, c'est que notre premier jeu, le jeu Playback, a correctement fonctionné et nous a permis ensuite de lancer les Incollables. D'accord. Donc les Incollables, ce sont ces jeux de questions-réponses autour du programme scolaire année par année qui couvrent de la maternelle au collège. Et ça, on les a lancés en 1989 et ça a été un succès mondial. C'est l'un des jeux éducatifs les plus vendus au monde, hein, je crois. Oh oui, on doit être à 70 millions d'exemplaires vendus un peu partout dans le monde. Oui, c'est un très, très grand succès. Et c'est avec ce succès qu'on a bâti finalement la vie de l'entreprise. C'est comme ça qu'on a pu lancer des journaux quotidiens pour les enfants, ce qui était un pari extraordinaire et très Ça coûteux. n'existait pas à l'époque ? Non, ça n'existait pas. Ça existe presque nulle part dans le monde. Ça existe un petit peu en Asie, dans des formes différentes de ce que nous faisons. Mais c'est vraiment une spécificité française. Et Playback, pourrait-on dire, parce qu'il n'y en a pas d'autres en France non plus que les nôtres. C'est quoi la clé du succès, justement ? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Et puis, c'est une histoire aussi de résilience et tout un tas de qualités et de valeurs derrière. Mais la clé du succès pour faire notamment de mon quotidien, du petit quotidien, une référence en Europe. Quand vous imaginez un produit comme ça qui n'existe pas, qui est hyper différenciant et qui s'offre à potentiellement tous les enfants. Je pense qu'il n'y a qu'une seule clé, au fond, qui est le produit. C'est un mot assez noble. Hein. Je sens en le disant qu'on peut y voir une connotation pas terrible, mais en fait... Quand on est entrepreneur, faire un beau produit, un bon produit, en réalité, il n'y a que ça. Et donc, la clé, c'est de faire un bon produit. Et dans le cadre des journaux quotidiens, la clé, c'est de faire un journal que les enfants vont avoir envie de lire tous les jours. Et donc ça, c'est facile en le disant, mais c'est pas du tout facile à faire. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que les journaux sont nés. Ils sont nés comme une réponse à la question comment est-ce qu'on peut donner envie de lire aux enfants. Alors, il y a évidemment quelque chose qui tient au choix des sujets, à la manière de les écrire, etc. Mais il y a une chose très importante qui est le rythme. Et c'est que c'est pas un gadget de faire un journal quotidien, c'est que ça correspond au fait que pour un jeune, lire 10 minutes tous les jours, c'est plus facile que lire 1 heure de temps en temps. Ouais. Donc ce rythme, cette régularité, cette routine un petit peu tous les jours, ça c'est une clé très forte du succès. Bien sûr. Derrière, j'imagine qu'il y a une rédaction de journalistes. Il y a 35 journalistes, oui, puisque nous avons 3 journaux, le Petit Quotidien, Mon Quotidien, l'Actu, puis on a des hebdomadaires, notamment pour apprendre les langues, My Weekly, My Little Weekly, etc. Donc, oui, on a un petit groupe de presse tout petit, mais où il y a quand même pas mal de journalistes. Qui marche bien. Voilà. Aujourd'hui, si vous aviez en chiffres peut-être des informations à donner à nos auditeurs sur ce que ça représente, tous ces petits journaux-là Alors, nos journaux quotidiens sont disponibles uniquement par abonnement. Et il y a 60 000 abonnés à l'ensemble de nos journaux. Voilà. Bravo. Oui, il en faut plus. Hein, donc,
Message à tous les parents, crucial de s'abonner à nos journaux quotidiens. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est quand même... Ils sont rares, les produits aussi, qui ont marqué des générations. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais mon quotidien, puis après... avant le petit quotidien et ensuite l'actu. Et c'est vrai que tous les matins, aller checker dans sa boîte aux lettres si le journal est arrivé, c'est un bonheur aussi. Ben voilà, puis c'est un bonheur pour le directeur de la publication que je suis de voir quelqu'un qui a une ancienne lectrice au parcours aussi spectaculaire que l'autre. C'est sympa, c'est adorable. Bon, alors vous êtes engagé sur l'éducation de par votre activité d'entrepreneur, et puis en fait vous faites, parce que j'imagine que vous vous ennuyez en fait rapidement, Jérôme, donc vous faites plein d'autres choses, et un matin vous vous êtes levé, vous vous êtes dit je vais monter un collège. Pas tout à fait. Un matin, je me suis retrouvé à discuter avec mes associés et amis d'une chose qui était importante pour nous. C'est en fait, on avait écrit la charte interne de fonctionnement de Playback. Okay. Et dans cette charte, on avait identifié la vision de l'entreprise et qu'on avait schématiquement inscrite sous le vocable « changer l'éducation ». Alors, je dis bien que c'était interne à l'entreprise, donc ce n'était pas quelque chose... on ne communiquait pas là-dessus de manière prétentieuse en disant « nous allons changer l'éducation ». C'est pas ça, mais c'était plutôt pour entraîner un collectif autour de cette idée que c'est ça qu'on essayait de faire. On essayait d'être des acteurs d'un changement en éducation. Et ce fameux matin dont vous parlez, il a existé, mais c'était pour se dire qu'on écrivait quelque chose qu'on ne faisait pas vraiment. C'est-à-dire que, certes, on créait des beaux produits, justement. Hein, on a parlé des Incollables, de mon quotidien. On est très fiers de ça. Ouais. Mais autant on peut dire que ça a un impact positif sur l'éducation des jeunes, autant il est difficile de prétendre qu'en eux-mêmes, par eux-mêmes, ils changent l'éducation. Et donc, nous nous sommes dit ensemble, ou bien on fait vraiment quelque chose qui a un impact dans ce domaine, ou alors il faut arrêter de le dire. Ouais. Donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années quand même. Alors évidemment, il n'y a pas de suspense, on a choisi d'essayer de faire quelque chose. Et c'est alors qu'on a créé l'équivalent de ce que pourrait être la Fondation Playback, même si on n'a pas vraiment créé la Fondation Playback, probablement un peu par fainéantise, mais on en a créé le contenu, c'est-à-dire en fait un ensemble d'actions à but non lucratif dont l'idée est d'être des contributeurs à un changement dans l'éducation en France. Avec ça, ou en tout cas par son biais, donc un collège révolutionnaire situé en région parisienne à Mantes-la-Jolie. Voilà, alors... Là, en fait, on a tiré sur ce fil. Comment est-ce qu'on peut être des acteurs d'un changement dans l'éducation ? Et comme on est une petite entreprise, qu'on ne peut pas tout faire, et il faut choisir ses combats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, on a eu deux éléments de réponse. Un qui était de dire, on va essayer d'imaginer l'école idéale. C'est une très mauvaise expression. Il y a un peu de boulot. Hein. Alors, il y a un peu de boulot, mais puis surtout, il n'aurait pas fallu le dire comme ça, parce que c'est pas juste de dire on va imaginer l'école idéale. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on s'était dit à l'époque, donc je vous le dis en toute transparence. Et ensuite, on s'est dit l'école, c'est un peu large, donc il faut choisir un temps de l'école auquel on va se consacrer plus précisément. Et on a choisi le collège sur l'idée que l'école primaire nous semblait pas être l'endroit des plus grandes difficultés et que le lycée était finalement un aboutissement de tout le reste du parcours et que il fallait s'attaquer non pas à l'aboutissement, mais plutôt au démarrage. Aujourd'hui, on dirait probablement des choses un peu différentes, mais c'était ça qu'on s'était dit à l'époque. Et donc, nous sommes attaqués au collège et on a essayé de réfléchir à un mode d'emploi d'un collège
Alors vous dites révolutionnaire, mais c'est peut-être... C'était un Les peu... médias le disent aussi. Oui, alors en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on avait. Okay. Et donc, alors là, on a beaucoup travaillé. J'ai rencontré des chercheurs en sciences de l'éducation, notamment un d'entre eux qui est devenu un camarade de lutte extraordinaire, André Giordan. Je cite son nom parce que malheureusement, il nous a quittés il y a 2 ans. Mais j'ai vécu avec lui des moments de recherche, d'apprentissage pour moi absolument exceptionnels. Mais on a rencontré des parents, on a rencontré des profs, on a lu énormément sur le sujet et de fil en aiguille, on a imaginé un projet en cafouillant beaucoup, en se trompant, en cherchant. Ouais. Bon, et donc on a imaginé on a imaginé un projet qui est devenu un livre d'abord. Donc on a écrit avec André Giordan un livre qui s'appelle « Changer le collège, c'est possible ». Et alors, ce livre, il a connu 2 destins intéressants pour nous, un en France et un ailleurs, et un en Belgique en fait. En France, il nous a permis de nous faire connaître de l'éducation nationale et de faire accepter par l'éducation nationale l'idée qu'on pouvait justement être de l'extérieur un contributeur positif à un changement dans l'éducation. Cette posture de contribution positive est très importante parce que très souvent, on se heurte à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on aime bien lui faire des reproches, on aime bien s'y attaquer, on aime bien faire des choses à la marge de l'éducation nationale. Or, rien ne se fait d'important dans l'éducation en France en dehors de l'éducation nationale. Donc c'est avec l'éducation qu'il faut travailler. Et ce livre nous a permis, au fond, de poser cette posture de contribution positive. Et c'est ça qui a donné plus tard le projet de Mantes-la-Jolie. Et puis, d'une manière beaucoup plus insidieuse, pourrait-on dire, c'est aussi un livre qui a donné envie à une équipe de pédagogues belges de s'emparer du projet qui est à l'intérieur et de le faire naître à Bruxelles. Et donc, il existe à Bruxelles un collège qu'on pourrait appeler le collège Playback, qui est exactement fondé sur les principes qui sont dans le livre et qu'on est allé visiter une fois qu'il est sorti de terre. Exactement. Et génial. Alors ça, c'est vraiment c'est peut-être la plus belle manifestation. C'est peut-être le plus bel aboutissement de la démarche. Exactement. Puisque si on veut parler de Mantes-la-Jolie un tout petit peu, il y a eu un côté formidable qui est que le département des Yvelines, le conseil départemental a jugé qu'il fallait créer un nouveau collège dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie pour résoudre des difficultés un peu inextricables rencontrées par les collèges existants dans ce quartier-là. Et le conseil départemental, le président du conseil départemental nous a demandé si on voulait bien mettre à disposition du projet notre mode d'emploi d'un nouveau collège. Ce que nous avons fait. Et donc, il existe aujourd'hui, le projet a démarré en 2015 et le collège a été ouvert en 2021. L'éducation, c'est le temps long. C'est sûr. Et donc, il existe aujourd'hui un très beau bâtiment. Mais alors, c'est très différent de la Belgique. C'est un bâtiment dans lequel le projet est possible, mais il est remis à l'éducation nationale qui en fait un peu ce qu'elle veut. Ouais. Et donc, là, on est un peu en observateur de ce qui s'y passe. Et il s'y passe des choses qui sont à la fois très chouettes, et parfois très traditionnel, parce que la transformation, c'est un mouvement qui... en fait, on ne décrète pas d'un coup de baguette magique une transformation dans un système comme celui de l'éducation nationale. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il a justement... Enfin, c'est quoi les grands principes de ce livre, de cette pédagogie, peut-être en Belgique, où là, c'est peut-être un peu plus concret. À quoi ça ressemble, ce collège ? Alors, les grands principes, c'est que, premièrement, les principes sont au service d'un objectif explicite. Ça, c'est un point très important parce qu'on l'oublie souvent, peut-être spécialement en France, où on a la passion de s'étriper sur les moyens
sans s'être accordé sur l'objectif. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de l'éducation ou qu'est-ce que c'est que l'objectif d'un projet éducatif? Peut-être d'ailleurs que dans le cadre de votre podcast Philippines, c'est une question que je ne sais pas si vous la posez ou en tout cas vous pourriez la poser à vos interlocuteurs. Ouais. C'est-à-dire quand ils se lancent dans un projet en éducation, c'est en poursuivant quel objectif? C'est pas une question triviale. Non, c'est sûr. C'est d'ailleurs une question que nous avions oublié de nous poser quand on a commencé à écrire notre bouquin. C'est vrai. Ouais. C'est d'ailleurs assez fantastique parce que quand on est entrepreneur, c'est une question qu'on n'oublie jamais de se poser. On sait bien que dans l'entreprise, on est au service d'un objectif et que les moyens qu'on met en œuvre doivent concorder à atteindre l'objectif en question. Mais en matière d'éducation, on pense immédiatement à dans quel bâtiment va-t-on faire les cours, c'est quoi le programme scolaire, comment recrute-t-on les profs, quelle va être leur manière de travailler, et l'emploi du temps, etc. Et tout ça, c'est des moyens. Oui. Et alors, je me suis rendu compte que cette question était essentielle, bizarrement, un jour, en visitant un musée en Afrique du Sud. C'était un musée sur l'apartheid. Et dans ce musée-là, il y avait une grande affiche avec une phrase sur cette affiche qui était le témoignage d'un survivant des camps de concentration. Et ce survivant des camps de concentration visitait une école. Et il parlait aux profs. Et il leur disait, en substance, j'ai vu des choses que personne ne devrait jamais voir. Et j'ai vu des ingénieurs diplômés fabriquer des fours pour brûler les gens. J'ai vu des infirmières très compétentes, qui avaient donc eu un parcours éducatif réussi, tuer des bébés. Mon Dieu. Et il a comme ça une petite liste de choses épouvantables qu'il raconte et qui sont nées de l'intelligence de gens qui avaient parcouru de manière réussie un système éducatif. Et donc, en fait, il dit, l'éducation, ça sert à rien si ça ne consiste pas à rendre les humains plus humains. Et donc, l'arithmétique, après, il décline. Il dit la géographie, l'histoire, l'arithmétique, la philosophie. À quoi ça sert si, à la fin, vous fabriquez à Auschwitz? Et j'ai trouvé que cette réflexion était critique, absolument essentielle, et que tout ce qu'on fait en matière d'éducation, il faut le mettre à l'intérieur d'un propos. Parce que sinon, ce qu'on finit par dire, c'est l'éducation, c'est la transmission du savoir. Et c'est deux choses qui sont des erreurs, c'est-à-dire que le savoir, ça ne recouvre pas l'ensemble du sujet éducatif, premièrement, et deuxièmement, la transmission n'est pas véritablement le sujet. Le sujet, c'est plutôt l'acquisition de ce qu'il est nécessaire d'acquérir. Donc, nous avons réfléchi à ce que c'est que l'objectif de l'éducation. Là, je devrais m'arrêter là, en fait, parce que le sujet n'est pas tellement ce que nous avons décidé d'écrire comme objectif de l'éducation. On pourrait ensemble, ici, autour de cette table, réfléchir à quel consensus on peut avoir sur ce sujet de l'objectif de l'éducation. Et on produirait quelque chose. Donc et qui serait différent, sans doute, de ce que nous avons écrit. En revanche, une fois qu'on a écrit une phrase d'objectif, après, les choses se déroulent très facilement. Oui. C'est-à-dire qu'on trouve facilement les éléments qui permettent au fond, d'aboutir à un projet. Alors, donc, je peux vous décrire comment nous avons fait. Donc, on a écrit cette phrase. La phrase en question, c'est « Former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et épanouis ». Ne la discutons pas. Enfin, ou plutôt, vous la discuterez absolument si vous le souhaitez, mais disons qu'on peut s'arrêter là parce que c'est celle que nous nous sommes appropriés finalement, et à partir de laquelle on a déroulé des stratégies. Et les stratégies en question qui sont expliquées dans le bouquin, c'est premièrement, le contenu de l'éducation doit être centré sur l'essentiel de ce qu'il faut apprendre pour arriver à cet objectif. Et dans l'essentiel, il y a des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir à l'école. Par exemple, apprendre à apprendre.
C'est la question que j'allais vous poser. Sujet crucialissime, notamment dans un double contexte. Un contexte qui est que le savoir est de plus en plus disponible en dehors de sa transmission par des sachants qui sont les professeurs. Oui. Et l'autre contexte, c'est qu'on apprend toute sa vie. On doit apprendre toute sa vie, ce qui est peut-être un petit peu différent de ce que vivaient nos grands-parents, disons, qui pouvaient imaginer qu'en remplissant de savoir une valise, ils pouvaient traverser la vie. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On fera des métiers qui n'existent pas à l'heure où nous parlons. Ils seront nés de techniques qui elles-mêmes n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est très difficile, voire impossible, d'imaginer ce qu'il faut techniquement apprendre pour traverser l'existence. Donc, en fait, il faut apprendre la capacité d'apprentissage. Il faut se mettre en capacité d'apprendre toute sa vie, et c'est peut-être la chose la plus importante. Donc, premièrement, disons, apprendre à apprendre et décrire tous les sujets d'apprentissage qu'un jeune va devoir s'approprier au fil de son parcours. La deuxième chose, c'est la différenciation. C'est-à-dire que l'éducation nationale a réussi à, au fond, massifier l'éducation. Et c'est une belle réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 12 millions d'élèves en France. Il faut imaginer ce que c'est que le défi. C'est clair. On l'oublie peut-être trop souvent. Voilà, exactement. Et c'est un défi qui, globalement, est réussi. Donc, bravo, ce point de vue-là. En revanche, ce n'est pas vrai qu'on a en face de nous 12 millions d'élèves. On a 12 millions de fois un jeune. Et ce jeune... Avec autant de complexité. Exactement. Il a son histoire, parfois très difficile, mais en tout cas différente de celle de son camarade. Il a ses passions, son projet qu'il faut faire émerger. Et donc, l'idée, c'est que dans un collège de 600 élèves, comment est-ce qu'on fait pour accompagner 600 fois un jeune ? Sacré défi, hein. Sacré défi, ça implique beaucoup de choses, notamment le travail en équipe. Parce que ça, c'est pas une mission que chacun peut relever tout seul dans son coin. Donc ça entraîne beaucoup de choses. Troisièmement, un principe essentiel qui est celui du désir d'apprendre. On ne peut pas apprendre de façon solide pour le long terme des choses sans avoir envie de les apprendre. On peut les apprendre sous la contrainte pour un objectif immédiat, par exemple passer un examen, un contrôle, faire plaisir à ses parents, que sais-je. Mais si on veut intégrer profondément un message d'apprentissage, il faut en avoir envie, il faut le désirer. Donc un beau projet d'éducation, pour moi, il doit combiner le désir d'apprendre et le plaisir d'enseigner qui vont ensemble. Donc et ça, là encore, ça entraîne énormément de choses. C'est-à-dire que ça entraîne la fin des routines qui font perdre le désir. On pourrait creuser, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Et quatrièmement, une idée de territoire. C'est-à-dire que l'école doit être un endroit où on se sent en sécurité, mais ça ne doit pas être une citadelle qui ignore le fait qu'elle est inscrite dans un territoire, le fait que les enfants ont des parents, le fait qu'ils ont des éducateurs sportifs, le fait que dans le territoire, il y a des entreprises. Et donc, un projet de collège, c'est un projet où le collège est au service de la réussite du territoire, mais où le territoire se met aussi au service du collège. Là encore, ça entraîne beaucoup de choses. Alors, vous parliez d'une éducation sans contrainte. En tout cas, avoir l'envie d'apprendre, créer quelque part chez ses élèves cette petite étincelle qui leur donne envie de pouvoir progresser, découvrir de nouvelles choses, quelle que soit la matière qu'on leur enseigne et qu'ils apprennent. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la partie un peu plus large de leur vie,
ce qui leur attend après le collège, justement, après le lycée aussi, leur orientation. Est-ce que l'école, vous estimez qu'elle peut réellement offrir une orientation choisie plutôt qu'imposée? Est-ce que l'orientation aujourd'hui, c'est une contrainte pour les élèves? Est-ce qu'ils la subissent ou est-ce qu'on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut? Ce qu'on rêve de faire? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Je ne crois pas tout à fait à l'éducation sans contrainte. Je pense qu'il y a même une éducation à la contrainte. C'est-à-dire que le désir d'apprendre, c'est pas la même chose que apprendre en s'amusant. Imaginez un jeune qui veut apprendre à faire du skateboard. Il va être pris par le désir d'apprendre à faire du skateboard parce qu'en fait, il a envie de savoir faire du skateboard parce qu'il a plein de motivation pour faire ça. Mais quand il va apprendre, il va tomber, il va se faire mal. Il va se relever, réessayer, retomber. Parfois, il va se faire très mal. Et puis, il va être un peu ridicule au début. Il a des camarades qui font des figures formidables et lui, il n'arrive pas à faire... Bon. Et donc, c'est bien une question de désir, mais pas forcément de fun, d'absence de contraintes, justement. Et souvent, on mélange ces deux notions, parfois même d'ailleurs pour s'opposer à cette idée du désir d'apprendre en disant mais l'apprentissage, c'est pas le Club Med, et donc il faut des conditions dures parce que la vie est dure. Bon. Mais la vraie éducation, pour moi, c'est le résultat de la combinaison de la bienveillance et de l'exigence. Et dans cette combinaison de bienveillance et d'exigence, on trouve ce désir d'apprendre qui n'est pas l'absence de contraintes. Intéressant. Bon, mais c'est aussi important à rappeler dans les débats sur l'éducation où on a un peu l'impression qu'on a en face de soi deux camps, le camp du Club Med et le camp du camp de concentration, disons. Je pense que c'est une opposition fausse. Et à nouveau, la vraie vertu, c'est la combinaison de la bienveillance et de l'exigence. Alors, ça ne répond pas du tout à votre question sur l'orientation. Alors, l'orientation choisie, je trouve que c'est une expression très utile bien qu'un peu fausse. Mais je l'utilise volontiers tout de même pour dire que c'est ce qu'on doit rechercher. C'est un petit peu, on ne peut pas promettre l'orientation choisie, de même qu'on ne peut pas promettre le bonheur. Mais il faut se préoccuper de rendre l'orientation choisie possible, de même qu'il faut se préoccuper de rendre la recherche du bonheur possible d'une certaine manière. Donc la promesse de l'école, c'est bien sûr l'acquisition des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être indispensables à la vie future, mais c'est aussi cette idée de l'orientation choisie. Et en fait, vous avez bien raison de le dire, c'est l'orientation choisie par opposition à l'orientation subie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant précisément que l'orientation choisie ? Je pense que ça veut dire deux choses principalement. Premièrement, la possibilité de faire émerger son projet personnel. Et donc, dans le parcours d'un jeune, disons entre 3 et 16 ans, il faut se préoccuper de ça. Quel est le projet de chacun? Et là encore, ça ne peut se faire que dans la différenciation, que dans cette idée que chacun est différent, est unique. Exactement. Et ensuite, explorer le champ des possibles. Donc, c'est l'orientation choisie à l'intérieur du champ des possibles. Voilà. Alors, comment ne pas restreindre ce champ des possibles tout en ne faisant pas croire qu'il est infini pour chacun? Oui, parce que ça pourrait être un travers. Ça pourrait être un travers dramatique. Tout en aussi en ne privilégiant pas des pistes comme étant nobles par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. C'est-à-dire que dans le projet de quelqu'un,
la qualité de ce projet n'est pas dans le regard des autres. La qualité du projet, il est dans la passion. Ouais. Et au fond, il est dans ce que Ken Robinson décrivait comme étant l'élément de chacun. Vous savez, vous connaissez bien Ken Robinson, qui lui aussi est mort malheureusement, mais qui a laissé une réflexion très intéressante sur l'éducation, le changement de l'éducation, et notamment sur cette idée que l'objectif, c'est pour chacun de trouver son élément. Ouais. Et l'élément, c'est schématiquement la rencontre entre la passion et le savoir-faire. Si vous vous lancez dans un domaine de passion dans lequel vous n'avez pas de savoir-faire, vous risquez des désillusions fortes. Si vous vous concentrez sur votre savoir-faire, sur ce que vous croyez être votre savoir-faire, sans le mettre au service d'un terrain de passion, vous risquez l'ennui et le désespoir. Et donc, au fond, l'orientation choisie, c'est l'émergence d'un projet où on essaye de trouver cette combinaison de passion et de savoir-faire, et qu'ensuite on l'applique au mieux de ce qui est possible. Mais ça peut être boulanger, sportif de haut niveau et président de la République, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Oui. Aux États-Unis, en Angleterre aussi, on en parlait récemment dans l'un des derniers épisodes de 20 sur 20. C'est vrai que l'orientation est beaucoup plus large et libre, en ce sens que notre invité nous disait, et c'est vrai parce que moi-même, d'un point de vue personnel, j'ai pu l'expérimenter, on peut faire des études d'anthropologie et devenir médecin. Oui, c'est l'un des sujets de l'orientation choisie, c'est les passerelles. Ouais. La France s'est beaucoup améliorée sur ce terrain-là. Quand j'ai eu à faire des choix personnels d'orientation, c'était pas hier, on les faisait tôt et de manière assez définitive. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins vrai. Et les passerelles dans l'éducation supérieure existent, mais elles sont encore... Alors, il y a deux types de passerelles. Il y a les passerelles pragmatiques, qui sont les passerelles de parcours, le fait de pouvoir s'engager dans une voie, puis changer de voie. Mais il y a aussi les passerelles mentales et qui sont très prégnantes souvent dans les familles. C'est-à-dire que on a des voies qui sont des voies d'excellence ou perçues comme telles, et c'est très difficile de s'en écarter parfois, parce qu'au fond, on définit beaucoup l'éducation en France par la somme de ses échecs. C'est-à-dire que on est souvent orienté parce qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, il faudrait pouvoir changer cette idée-là en disant dans quoi est-ce que tu t'épanouis, qu'est-ce que tu arrives à faire, justement, et progresser de fil en aiguille jusqu'à trouver vraiment son chemin. Parce qu'on ne peut pas non plus donner l'injonction aux jeunes de trouver leur chemin à 15 ans, 16 ans. Qui sait vraiment ce qu'il veut faire, à quoi il est destiné à 15 ans. Donc oui, cette idée de passerelle est très importante. Il y a un autre sujet qui vous passionne beaucoup, c'est celui de l'inclusion sociale. Vous êtes très engagé de manière associative. Est-ce que vous voulez bien nous en parler aussi ? Pourquoi c'est important pour vous ? Alors, c'est exactement la même chose. Tout ça est lié, de toute façon. Tout ça est totalement lié. Le défi principal de l'éducation en France, c'est l'égalité des chances. À la fois parce que c'est son objectif. La France dépense dans son éducation nationale 64 milliards d'euros tous les ans, et dans son effort d'éducation peut-être 150 milliards, quelque chose comme ça. C'est la première dépense de l'État, après le service de la dette, malheureusement. Mais cette dépense-là, elle a essentiellement une vision nationale qui est de garantir l'égalité des chances. C'est ce qu'on peut appeler l'ascenseur social. Donc l'école, normalement, est l'outil de l'égalité des chances en France. Et c'est le sujet sur lequel elle est en échec de manière indiscutable, puisque quand on regarde les comparaisons internationales qui font tellement de bruit en France, on est dernier ou avant-dernier sur le sujet de la correction des inégalités par le système scolaire.
Donc c'est spectaculaire et inadmissible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'on est né en France, se dire qu'on est coincé dans sa condition sociale parce que le système scolaire échoue à nous en faire sortir ou à nous aider à en sortir. Donc il faut se battre contre ça. Et alors, oui, c'est vrai que j'ai comme beaucoup de gens des engagements dans ce domaine-là, mais toujours dans le cadre de la mission de Playback sur être un acteur du changement de l'éducation. L'un de ces engagements est avec l'éducation nationale, ça s'appelle la Trousse à projet. Et la Trousse à projet, c'est la plateforme de financement participatif des projets pédagogiques des profs. J'adore. Quel est le rapport ? Alors, vous le connaissez, le rapport, parce que vous êtes une spécialiste, mais le rapport n'est pas évident. C'est qu'en fait, la capacité pour une classe de se lancer dans un projet pédagogique est un marqueur de l'inégalité. Ouais. Il y a des endroits où c'est plus facile qu'à d'autres. Or, la possibilité pour des élèves de vivre des projets pédagogiques est une indication de la possibilité pour l'élève de trouver ce fameux désir d'apprendre et donc de réussir à long terme dans son parcours scolaire. Donc il est très important de permettre à des classes qui ont du mal à le faire de se lancer dans des projets pédagogiques. C'est pour ça qu'on a créé la Trousse à projet avec un volet solidaire qui permet à des entreprises et à des fondations d'alimenter un fonds de solidarité. Et grâce à ce fonds de solidarité, on aide au financement des projets dans les endroits où c'est les plus difficiles de les monter. Voilà. Bravo. Donc je suis ravi d'avoir été un acteur de la création de la Trousse à projet et d'en être le président aujourd'hui. Bien sûr. Bravo. J'imagine aussi que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, c'est important aussi cette initiative et d'en prendre connaissance. Donc ça s'appelle la Trousse à projet. C'est une formidable initiative et plateforme. En parlant justement de plateforme, de numérique, etc., puisque tout ça est disponible en ligne, hein, vous nous le rappelez, est-ce qu'il y a récemment une innovation pédagogique que vous trouvez particulièrement inspirante, une EdTech, une société du secteur de l'éducation et de la technologie, en France ou ailleurs, ou une plateforme où vous vous êtes dit, eux, ils ont tout compris, ou ça, c'est le futur de l'éducation ou de l'orientation? Alors, je me méfie pas mal des visions baguettes magiques. Il est assez rare, voire quasi impossible, de trouver une sorte de recette, y compris technologique, qui résolve les problèmes. Maintenant, il y a des avancées technologiques qui permettent de faire des choses qui elles-mêmes sont très dimensionnantes ou essentielles. Je prends un exemple que je connais bien, qui est celui du mentorat à destination des jeunes les plus en difficulté. Le mentorat, ça existe depuis Socrate, donc on n'invente rien. Et d'ailleurs, en matière d'éducation, c'est très reposant, il n'y a rien à inventer. C'est là aussi peut-être une réponse à votre question, c'est qu'il ne faut pas rechercher le changement en éducation dans l'invention. Le changement, c'est des façons différentes de faire des choses, mais en se fondant sur des choses qu'on connaît très bien. Oui. Par exemple, le mentorat. Et le mentorat, on a identifié que c'était une clé très, très forte pour aider des jeunes à sortir de la logique du décrochage quand ils y sont destinés, et notamment les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a beaucoup de programmes de mentorat qui sont portés pour aider les jeunes de l'aide sociale à l'enfance à ne pas décrocher. La technologie aide beaucoup. C'est-à-dire que avoir une plateforme qui permet de créer des couples mentorés, mentors, de donner les ressources pour que ces couples fonctionnent, de créer des systèmes de formation qui font que les mentors sont des bons mentors, ou que les mentorés ont accès à des programmes culturels de qualité, etc. Eh bien, en fait, la technique ne crée pas la vertu du mentorat, mais elle aide énormément à...
fort de cette conviction, on a créé une petite entreprise qui s'appelle Les Clés de l'école et qui fait du mentorat pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, mais parmi d'autres, et qui utilise justement la technologie à cet effet. On a parlé de la trousse à projet, c'est une solution technologique, la trousse à projet. Alors, aujourd'hui, on a évidemment un très gros sujet de réflexion dont je ne suis pas spécialiste, mais que je ne peux pas ignorer, qui est celui de l'intelligence artificielle. Évidemment. Là, j'ai simplement un truc à dire là-dessus, c'est que ça ne sert à rien d'avoir peur. Donc, moi, j'ai vécu l'éducation à un moment où Wikipédia n'existait pas. Et donc, comme adulte, j'ai vu arriver Wikipédia et j'ai vu la terreur du milieu éducatif au moment des débuts d'Internet et des plateformes de type Wikipédia. Et aujourd'hui, on voit bien que cette terreur était mal placée. Avoir une préoccupation, s'intéresser profondément au sujet, bien sûr, et ensuite voir comment on peut utiliser les outils qui se proposent à nous pour améliorer, au fond, l'éducation. Et l'intelligence artificielle, c'est très clairement ça. Je ne sais pas où on va précisément, mais j'ai assez envie d'y aller en confiance. Le message est passé. Mais c'est vrai que c'est un sujet particulièrement important et qui bouscule la communauté éducative. Oui, c'est pas à facile. Juste titre aussi. Bien sûr, tout à fait, à juste titre. Mais c'est pas mal d'être bousculé. C'est ce qui permet d'avancer aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut que collectivement, vous avez raison de parler de communauté éducative, je pense qu'il faut collectivement, on regarde le sujet pour en tirer le meilleur. Ouais. Mais vous savez, j'ai vécu un moment très intéressant de technologie appliquée, qui était le confinement, lié au Covid, évidemment. Ouais. On a eu des périodes absolument extraordinaires où l'école était fermée. L'école physique était fermée. Et pourtant, l'école n'a pas été fermée. C'est-à-dire que l'acte d'éducation a continué. Ouais. Et l'acte d'éducation a continué essentiellement à base de solutions technologiques utilisés par des êtres humains de bonne volonté qui ne voulaient pas que l'école ferme. C'est vrai. Et ces êtres humains, c'était des enfants, des profs, des parents, des éducateurs, des gens qui se sont mobilisés pour que l'école survive, au fond, à une situation totalement extraordinaire. Inattendue. Ces technologies qui nous font peur, elles ont permis la continuité pédagogique, quelque part. La continuité de l'école. Exactement. Et donc, il faut je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder la technologie. Avec un œil bienveillant, positif et pas trop... Voilà, prudent. Méfiant. Prudent, bien sûr. Prudent aussi. Mais la prudence, c'est pas l'angoisse. On arrive à la fin de cette interview, Jérôme. Ça pourrait aussi... Ouais, non, mais c'est vrai, je le dis à chaque fin d'épisode de 20 sur 20, mais on voudrait que ça dure encore des heures. On va passer maintenant à un format un peu plus court. Je vais vous poser des questions plus courtes qui demandent des réponses plus courtes, pardon. Et on va commencer par cette première question. Votre plus grande fierté dans votre parcours, qu'est-ce que ça serait ? J'ai commencé par là tout à l'heure. C'est d'avoir construit une aventure entrepreneuriale avec des amis qui sont toujours mes amis et mes associés. Alors, deuxième question. Ça, c'est ma fierté dans mon parcours professionnel. Bien sûr, bien sûr. Mais quelque part aussi personnel, parce que travailler avec des amis, c'est pas toujours évident. C'est quoi la clé ? Oui, mais sinon, j'aurais parlé de mes enfants. Ou de, ah oui, bien sûr. Mais voilà. C'est quoi la clé pour travailler avec des amis ? Et que ça dure 30 ans ? Voilà, là, il n'y a pas de réponse courte, mais je pense que c'est d'être attentif à tout ce qui peut dérailler. Je pense qu'il faut être un bon ami avant d'être un bon associé.
C'est important. Diplôme ou expérience? Je ne fais pas partie des gens qui crachent sur leur diplôme. J'ai fait Sciences Po et ça a été une belle expérience éducative. Donc, je chéris mon diplôme. Maintenant, je pense que j'aurais pu avoir le même parcours sans le diplôme. Sans diplôme. Et que tout ce que j'ai fait de solide est plutôt le résultat de l'expérience. C'est quoi la qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France aujourd'hui? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, c'est d'être capable de combiner bienveillance et exigence. Et c'est très difficile, hein, c'est-à-dire d'être totalement bienveillant et totalement exigeant. C'est difficile. Et c'est vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est vrai aussi, je pense, à l'intérieur de l'institution. Si on veut réussir à l'intérieur de l'institution de l'éducation nationale, il faut aussi arriver à combiner ces deux valeurs. Votre vision de l'éducation dans 20 ans, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une école, parce que c'est aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est que l'éducation peut se faire sans école. Et qu'elle s'est faite sans école pendant très longtemps, et que l'école a été un progrès social, en réalité, avant tout. Et donc, je fais partie des gens qui sont pour la survie de l'école, et pour qu'elle survive, il faut la changer. À mon avis, un changement crucial, et j'espère que dans 20 ans, on y sera, ce serait de faire ce qu'on appelle l'école du socle, c'est-à-dire un continuum éducatif de 3 à 16 ans, à l'intérieur duquel on peut se donner le temps d'atteindre des objectifs très ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, le saucissonnage en primaire, collège, lycée, puis à l'intérieur de chacun en classe, et à l'intérieur des classes en trimestre, avec des disciplines et leurs programmes, etc. Ce saucissonnage-là, à mon sens, est très mortifère. Donc celle dont je rêve, c'est l'école du socle, où on a 15 ans devant soi ou 13 ans devant soi pour faire son chemin et construire son projet. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a inspiré? Oui, il y a un livre en particulier, un auteur. L'auteur, c'est Edgar Morin, qui a une vision de l'éducation formidable, très humaniste, qui porte cette idée de la complexité, qui est une idée très, très forte pour la vie de tout un chacun. Et le livre, c'est Les 7 savoirs essentiels à l'éducation du futur, qui est justement l'ancêtre du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, qui est un livre qui est... je crois qu'il a été écrit à la fin des années 90, donc il y a plus de 25 ans maintenant, et qui justement permet de mettre les savoirs disciplinaires en perspective avec une vision humaniste de l'éducation. C'est un livre essentiel. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Non, je ne pourrais pas dire qu'il y a un prof qui a changé ma vie. Alors, je suis très frappé par les récits que je lis souvent de gens un peu connus qui disent qu'ils en sont arrivés là parce que ils ont rencontré un prof qui a changé leur vie. Ça me frappe énormément. Ouais. Et c'est magnifique. C'est, en général, ça tire les larmes. C'est vrai. Bon. C'est une belle récompense pour le prof. Donc, moi, je n'ai pas vécu cette expérience-là avec un prof, mais j'ai vécu des expériences très dimensionnantes avec plusieurs profs, et dont je peux dire aujourd'hui qu'ils ont été des bonnes fées au-dessus de mon berceau. Ouais. Il faut permettre à cette relation-là d'exister. Comme dit Edgar Morin, justement, dans l'éducation, il faut de l'éros. Alors, évidemment, bien sûr. Au sens passion, hein, mais en général, quand on dit qu'un prof a changé la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu une relation qui a été créée entre ce prof et un jeune. Vu d'ailleurs, dans l'œil du prof, cette relation a été créée avec beaucoup de jeunes.
Mais dans l'œil du jeune, elle n'a été créée qu'avec ce prof-là. C'est certainement c'est certainement le registre du très bon prof que d'être capable de créer et de générer cette relation-là. Tout à fait. Allez, dernière question, Jérôme. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à une personne dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, l'orientation, à qui vous penseriez ? On ne peut pas imaginer quelqu'un qui puisse vous remplacer. Mais enfin, si... c'est très gentil. Je pense... Qu'est-ce qu'on pourrait interviewer J'ai beaucoup de camarades de lutte qui justement veulent être des contributeurs positifs dans l'éducation et qui correspondraient à cette vision-là. Je pense à François Tadei, par exemple, le créateur du Learning Planet Institute. Je pense à Frédéric Alexandre Bailly, qui est la directrice de l'ONICEP. Oui. On parlait d'orientation choisie. Vous avez là quelqu'un qui a une réflexion très puissante. C'est vrai. Sur le parcours éducatif qui permet la définition par chaque jeune d'un projet, etc. Je pense à Jean-Marc Mériot, qui est l'ancien directeur de Canopé et qui maintenant dirige la mission laïque française. J'ai pas mal de camarades comme ça qui partagent avec moi cette posture de la contribution positive et qui veulent être des acteurs du changement. Si je passais le flambeau de 20 sur 20 à quelqu'un, en tout cas, j'essaierais de le passer à une personne qui partage ça, c'est-à-dire qui a un désir calme, positif, de changer l'éducation. Et ben voilà, il n'y a plus qu'un. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, en tout cas, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans 20 sur 20. C'était un vrai plaisir d'en savoir plus. On aurait encore 1000 questions à vous poser. Vous allez revenir, Philippine. de toute façon. Puis vous continuez vos engagements. Vous n'allez pas vous arrêter là ? Non, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je m'arrêterai quand on me foutra dehors. Mais bon, d'ici là, tenez bon et continuez. Voilà, exactement. Tenons bon collectivement. Ouais. Merci Philippine. Merci à vous.